elle sera disponible par la suite là, pour vos collègues qui n'auront pas pu assister. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Julie Fortier, qui est directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, bonjour tout le monde, bon dîner. Probablement vous êtes en train de rattraper un petit peu le temps puis de prendre une petite bouchée en même temps. Donc, sur l'invitation de Marilyn, on a décidé d'organiser une petite conférence vraiment d'entrée de base là, pour la diversité sexuelle et de genre. Donc, je vous ai préparé un PowerPoint vraiment de base là, qui se trouve à être vraiment pour un support. Donc, on va vraiment y aller avec ce qu'il y a dans le plan du PowerPoint. J'aimerais ça, je sais qu'on est beaucoup, mais j'aimerais ça, si jamais vous avez des questions, là, vraiment, vous pouvez poser vos questions en tout temps. Je ne sais pas, Marilyn, si tu peux gérer un peu les mains levées. Oui. Ça serait apprécié. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Ça ne fait pas des tonnes de fois que je fais des teams. Donc, ça se peut que je fasse des petites erreurs, là, mais vous le direz si jamais ça ne fonctionne pas bien. Alors, déjà là, je suis un peu... OK, je l'ai. Ce sera pas très long. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, en fait, j'ai appelé la petite conférence « Accompagner les enfants de la diversité sexuelle et de genre ». Évidemment, ça pourrait s'appliquer autant aux adolescents, aux adultes. C'est vraiment, comme je le disais, une petite mise à niveau là, de nos différentes définitions, puis une petite ligne de ce que c'est la diversité sexuelle et de genre. À la Coalition d'aide, nous, ce qu'on fait, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes LGBT. Tout ça en favorisant l'adaptation des services psychosociaux, éducatifs et de santé afin d'en améliorer la qualité et l'accès. On met en place aussi des actions au niveau régional qui visent à réduire l'homophobie, la transphobie et l'hétérosexisme. Quand on parle d'hétérosexisme, dans le fond, c'est de présumer que la norme, c'est l'hétérosexualité. Et puis de briser l'isolement des personnes qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. Je fais toujours un petit survol historique là, qui nous permet de comprendre un peu plus pourquoi on a encore peut-être besoin de faire certaines revendications, puis encore de faire des conférences comme aujourd'hui pour se mettre à niveau, pour essayer de comprendre d'où vient, c'est ça, un petit peu les communautés LGBTQ+. Donc, il y a vraiment le coup d'envoi, en fait, de toute la grande mobilisation sociale contemporaine, si on veut, c'est en 1969. Il y a eu de grosses émeutes à Stonewall, qui est un bar à New York, à la fin juin. Donc, c'était un bar gay, puis il y avait souvent des descentes policières, il y avait des grandes quantités de personnes qui se faisaient arrêter là, juste par le fait qu'ils soient homosexuels, trans et qui fréquentaient le bar. Donc, la population, la communauté LGBT à ce moment-là s'est vraiment révoltée et a fait une série d'émeutes qui s'est tenue sur 3 jours. Et c'est vraiment ça qui a initié un peu le mouvement actuel de LGBTQ+, si on veut, et en est découlé aussi la fameuse marche de la fierté qu'on connaît maintenant, qui est pratiquée un petit peu partout à travers le monde. Pas toujours bienvenue, mais en tout cas, bref, il y a de plus en plus de marches un petit peu partout. En 1969, au Canada, la décriminalisation de l'homosexualité, donc ça fait vraiment pas très longtemps, c'est à prendre en considération quand même. Souvent, on a l'impression qu'il y a certaines générations qui sont peut-être un petit peu plus hostiles à la cause homosexuelle d'une certaine façon. Mais ça s'explique par le fait que, bon, jusqu'en 1969, c'était criminel. Donc, une personne de 80 ans maintenant, dans son jeune âge, dans son début de sa vie adulte, c'était quand même criminel d'être homosexuel. Donc, ça influence beaucoup les perceptions. En 73, le retrait de l'homosexualité du DSM. Le DSM, pour vous mettre un peu au courant, ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un peu la Bible des maladies mentales. Donc, jusqu'en 73, c'était quand même considéré comme une maladie mentale, l'homosexualité. Donc, ça aussi, ça influençait beaucoup les perceptions des personnes à cette époque-là. 77, interdiction de faire de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle au Québec. Donc, il y a vraiment eu une volonté au niveau politique d'interdire la discrimination qui pouvait être reliée à l'orientation sexuelle de la personne. Là, il y a une petite erreur dans les dates dans ma ligne de temps. En 1996,
ça a été l'interdiction de faire de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle au Canada. Fait que c'est quand même venu beaucoup plus tard qu'au Québec. Au Québec, on a été proactif à ce niveau-là. 2005, le mariage de même sexe au Canada. Fait que là, on voit qu'on commence, on embarque un petit peu plus dans la réalité actuelle, là. Donc, le mariage de même sexe. 2015, c'est le retrait de l'obligation d'avoir recours à une chirurgie pour changer la mention de sexe sur les documents légaux. Là, il faut faire attention, il y a un projet de loi, là, 2 qui a été mis de l'avant par la CAQ, vous en avez peut-être entendu parler, qui remettrait ça un petit peu en jeu, là, qui redemanderait d'avoir une chirurgie afin de faire le changement de mention de sexe sur les documents légaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Internet. Là, il y a beaucoup de contestations à ce niveau-là pour ce projet de loi-là. Mais toujours est-il que présentement, les gens n'ont pas besoin d'avoir recours à une chirurgie pour changer la mention de sexe sur leurs documents légaux. 2017, interdiction de faire de la discrimination basée cette fois-ci sur l'identité de genre au Québec. Fait que ça fait pas longtemps quand même. Ça fait seulement 4 ans en fait que légalement, on ne peut plus faire de discrimination basée sur l'identité de genre. Puis en 2018, donc c'est vraiment très récent, le retrait dans le DSM-4 de la transidentité. Ça. Donc encore là, jusqu'à il y a 3 ans environ, c'était encore classé comme une maladie mentale. Donc ça permet un peu de dresser un peu le portrait de ce qui faisait en sorte, c'est ça, au niveau de l'hostilité, au niveau de l'acceptation et tout ça, ça donne une bonne idée de pourquoi on a l'impression peut-être qu'on devient de plus en plus ouvert comme société, mais c'est un petit peu justement parce qu'il y a une histoire en arrière de tout ça, puis il y a des mesures qui sont mises en place. Alors, je vous lance tout de suite une petite vidéo sur les stéréotypes de genre. Vous connaissez sûrement ce qu'est un stéréotype de genre, mais ce petit vidéo-là décrit très bien ce que c'est, puis ça peut être facilement intégré dans des petits ateliers présentés dans les classes pour initier les discussions. Donc, je lance ça. C'est quoi un stéréotype? C'est une idée toute faite sur un groupe de personnes. Par exemple, si Nina fait de la danse et Milo du foot, tu n'es pas surpris. Et si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui aime la danse, là tu es surpris. Pourquoi? Car tout le monde pense que certains sports sont plus pour filles ou pour garçons. Les stéréotypes, c'est ça. Des idées toutes faites qui classent les gens en fonction de leur sexe, leur métier ou d'autres choses. Ça enferme les gens dans un rôle. Un garçon qui veut faire de la danse a tendance à ne pas oser le dire. Du coup, il n'en fait pas. Et c'est bien dommage. Sache que c'est impossible de ne pas avoir de stéréotypes. Notre cerveau se base sur nos expériences du passé pour mieux comprendre le présent. Et dans le passé, tu as croisé plus de filles qui font de la danse que du foot. Du coup, ton cerveau a associé la danse avec les filles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les stéréotypes, de les casser. Et de faire ce qu'il te plaît tout en respectant les différences des autres, même celles qui te surprennent. Au fait, aux États-Unis, le foot, c'est plutôt pour les filles. Marrant, non? Retrouve les Donc voilà, super rapide comme petite vidéo, mais je trouve qu'elle a décrit très bien ça dans le monde dans lequel on vit encore. Là, on est entouré de stéréotypes de genre. Quand on s'arrête 2 minutes, on prend vraiment conscience à quel point, autant dans les jouets, dans les vêtements, dans les produits cosmétiques, il y a juste ça, des stéréotypes de genre. Puis c'est à nous, autant en tant que parents, en tant qu'intervenants, intervenantes, enseignants, enseignantes, peu importe le métier qu'on a, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans l'éducation des futures générations, si on veut, essayer de casser ces stéréotypes-là. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que la société va être de plus en plus ouverte, je pense, sur les différences, toutes différences confondues, principalement dans les stéréotypes de genre pour la conférence qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, stéréotypes de genre. Évidemment, une fille qui fait de la mécanique, un garçon qui fait du patinage artistique, les classiques, mais qui sont encore très, très présents. Surtout, vous êtes un peu dans ce domaine-là. Fait que, sûrement que dans le cadre de votre travail, vous en voyez plein. Là. Puis même si on essaie de ne pas inculquer ça à nos enfants, c'est vraiment des structures sociales presque. Là, c'est très, très présent. Même si nous,
dans notre famille, on n'a pas de stéréotype de genre, ben, l'enfant, quand il va à l'école, il revient avec avec des situations, avec des énoncés par rapport aux stéréotypes de genre très forts. T'sais, moi, en tout cas, mon enfant, quand il a commencé l'école, les stéréotypes ont embarqué. Donc, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça. Il faut faire attention. Bon, Ken et Barbie, je pense que c'est l'exemple typique là, des stéréotypes de genre et des stéréotypes sexuels. Une publicité de Lego, peut-être dans les années 70, on voit que c'était pas vraiment genré. On peut présumer, bon, oui, peut-être une jeune fille, mais bon, avec une salopette, un gilet bleu, des espadrilles, puis qui jouait avec des Legos, que maintenant, on va considérer peut-être plus des Legos de garçons. Parce que même dans les jouets, hein, on est tombé un peu vraiment dans les stéréotypes de genre à l'extrême presque. Là. Lego a sorti une ligne de Lego pour filles. Donc, presque tous les jouets aussi ont vraiment pris une tangente de très, très stéréotypée. Là. On voit peut-être un recul. Là. Il y a Monsieur Patate dernièrement qui s'est rendu juste la patate. Là. Il y a vraiment eu une conscience, un effort justement d'arrêter les stéréotypes de genre par rapport à Monsieur et Madame Patate. Donc, c'est à faire attention quand on transmet nos valeurs et tout ça, de ne pas trop rentrer dans les stéréotypes de genre. Je vais y aller avec quelques définitions. Je ne sais pas, Marilyn, est-ce qu'il y avait des questions, interrogations de ton côté? Tout va bien? Ouais. N'hésitez vraiment pas. Habituellement, c'est sûr que c'est quand même rare qu'on fait des conférences, ateliers comme ça par Zoom ou par Team. Là. Habituellement, on fait vraiment participer les gens dans la salle. Fait que ce que je fais en principe quand je vais avec la partie définition, c'est qu'on y va dans la salle. C'est les participantes qui répondent. Je ne sais pas si ça vous tente de vous lancer dans le jeu. Peut-être que Marilyn pourrait choisir quelqu'un ou quelqu'une pour essayer de tenter une réponse à la définition. Est-ce qu'on essaie ça, Marilyn? Est-ce que ça... On peut, oui. On peut. Là, en même temps, si les gens marrent, on va faire un test. Si on a des... Alors, la première définition, un ou une allié. Est-ce que quelqu'un lève la main? Moi, je vois Nathalie qui a levé la main, mais c'est peut-être juste enlever ton micro. Vas-y. Ça marche-tu? Non, tu peux pas enlever ton micro. Ah, OK. On n'a pas fait cette option. Non, attends, je sais pas si... OK, là, vous m'entendez. OK. Donc, un allié, je crois que c'est justement une personne... je ne sais même pas comment expliquer. Une personne qui est comme... qui a des amis peut-être ou qui sont... qui respectent les gens justement qui sont de soit différents, même sexe ou qui sont justement dans le contexte-là. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la définition du dictionnaire, je pense, d'une certaine façon. C'est une personne qui va principalement être, oui, hétérosexuelle et cisgenre, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, qui soutient les personnes des différentes orientations sexuelles, identités, expressions de genre. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est du côté des personnes LGBTQ+. On dit principalement hétérosexuel, mais ça peut aussi être à l'intérieur même des acronymes là, LGBTQ+. Exemple, ça pourrait être une lesbienne qui est alliée à la cause des personnes trans. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre position, qui va défendre, qui va aller participer à des activités et tout ça. Comme probablement vous l'êtes tous et toutes. Bisexuel. Bon, celle-là est facile. Je vais y aller. Marilyn, je vais te demander quand je veux que tu choisisses quelqu'un ou que quelqu'un prenne position. Les faciles, on le fera pas. On va essayer de gagner du temps, là. Bisexuel, ben bon, je présume que vous le savez. C'est une personne qui ressent de l'attirance affective et ou sexuelle pour les deux genres. Hétérosexuel, ben voilà, hein, personne qui ne ressent de l'attirance que pour les personnes d'un genre autre que le sien. Homosexuel, bon, ben c'est le contraire, personne qui ressent de l'attirance affective et ou sexuelle pour les personnes du même genre qu'elle. Asexuel, celui-là, peut-être qu'on est moins habitué. Une personne veut se risquer?
Ou Marilyn va choisir quelqu'une. Marie-Claude. Oui, ben moi, c'est pas un concept que je connaissais, mais j'ai écouté à TVA là, l'émission Si on s'aimait et il y a un des garçons qui s'identifiait comme asexuel. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de désir d'avoir de relations sexuelles. De l'intimité, oui, mais pas de relations sexuelles. Tout à fait. Fait que c'est une personne qui ressent d'attirance sexuelle pour personne. La sexualité, c'est sur un spectre. Hein. Donc, quand on parle d'un spectre, oui, ça va d'un extrême à l'autre. Fait que dans le fond, il y a des personnes qui sont vraiment complètement asexuelles. Il y en a d'autres qui vont se considérer demisexuels. Donc, ils vont pouvoir, dans certaines situations, ressentir de l'attirance sexuelle pour une autre personne. C'est vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment comme un préjugé envers les personnes asexuelles, à savoir, bon, c'est sans doute des personnes qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, qui ont eu des mauvaises expériences, ils n'ont pas trouvé la bonne personne, mais pas du tout. C'est vraiment une orientation sexuelle propre. Puis les personnes n'ont pas vécu plus de traumatisme que les autres personnes en général, là. Donc, vraiment, à ne pas confondre. Et c'est vraiment considéré comme une orientation sexuelle. Merci. Drag King, Drag Queen, ça, je pense que vous le savez. Hein? Je vais y aller à ce moment-là. C'est une personne qui performe, puis là, on met vraiment l'emphase sur performe, un genre qui est autre que le sien. Ou ça pourrait être aussi du même genre. Exemple, on a souvent l'idée qu'une drag queen, ça va être un homme qui va se déguiser en femme, mais de plus en plus, ça s'élargit aussi. Puis c'est ouvert, c'est vraiment une performance, c'est artistique, c'est du divertissement. Donc, ça pourrait être une femme aussi qui va prendre l'apparence, les traits d'une autre femme, mais de façon un peu amplifiée, hein, comme on le voit dans il y a Rita Baga qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les médias présentement, là. Il y a Mado Lamotte aussi, fait que RuPaul qui a fait RuPaul Drag Race. Fait que c'est vraiment strictement divertissement, culture artistique, si on veut. Ça aussi, il faut faire attention pour ne pas présumer que les personnes qui font de la drague sont homosexuelles ou que c'est des personnes trans. Ça n'a vraiment aucun lien là, entre les deux. Là. C'est vraiment un style propre qui est indépendant des autres. Identité de genre. Ça aussi, je vais y aller assez rapidement parce que je vois que le temps file. C'est notre sentiment profond, en fait, intime de notre genre. C'est un continuum. Là, je vous donne la grosse définition, là, mais c'est un continuum qui est largement compris comme ayant deux pôles, donc le masculin et le féminin. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est notre identité, comment on se sent à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on se sent féminin? Est-ce qu'on se sent plus masculin? Puis ça peut vraiment, l'identité de genre diffère du sexe qui a été attribué à la naissance. Donc ça aussi, c'est vraiment deux choses séparées. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'arrêter. Alors, ça nous amène, vu qu'on parle d'identité de genre, à 6 genres. Celui-là aussi, il est moins connu, donc j'aimerais ça que quelqu'un essaie. Une tentative. Est-ce qu'on a un ou une courageuse, courageux? Pas de volontaire. Non, est-ce que tu veux t'essayer? Il est dur, il est difficile. Ouais. Une fois que vous allez le savoir, ça va faire « Ah, ben oui ». 6 genres, en fait, c'est une personne dont l'identité de genre correspond au genre et au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Donc, c'est ça, quand un bébé vient au monde, ben, on lui attribue un sexe qui est vraiment biologique, selon les attributs, les caractéristiques féminines ou masculines au niveau biologique. Hein, je n'ai pas besoin de détailler ça. Donc, une personne cisgenre, c'est une personne, ben, moi, mon identité de genre est féminin et puis mon sexe biologique à ma naissance était féminin. Donc, je suis une personne cisgenre. Si on veut un peu comparer, ça va être le contraire de trans. Une personne trans, c'est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'inverse. On fait attention maintenant à ne pas utiliser le terme transsexuel parce que c'est un peu, c'est obsolète. En fait, c'est à la limite péjoratif un peu parce que ça va vraiment amener le côté médical, sexuel à la chose, alors qu'une personne trans ne passe pas nécessairement par des opérations médicales. C'est vraiment pas ça non plus, il ne faut pas mélanger tout ça. Donc, trans, c'est un terme générique qui englobe en fait, qui identifie, c'est ça, la personne qui s'identifie pas, pardon, au genre qui lui a été attribué à la naissance.
Maintenant, bon, transidentité, ben, ça le dit, là, je l'ai mis en ligne là, à la suite de trans. Donc, c'est, comme je disais, transsexuel, transsexualisme. Travesti non plus, c'est vraiment pas à confondre avec une personne trans. Des fois, les gens ont de la misère un peu à faire la différence. Quelqu'un qui se travestit, c'est vraiment quelqu'un qui va emprunter le style vestimentaire, un peu l'expression de genre de l'autre, du genre autre que le sien, mais c'est pas sa façon de vivre, c'est pas un mode de vie, c'est pas la façon qu'elle se sent réellement. Encore là, c'est un peu, c'est juste un mode de vie, donc c'est pas, c'est des préférences, mais c'est vraiment pas en lien avec son identité. Non-binaire, celui-là aussi, on entend de plus en plus parler. Des fois, il peut avoir l'air un peu mélangeant pour certaines personnes. On ne sait pas trop. Donc, ça fait vraiment référence à la binarité. Hein. On est dans une société où il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Puis, souvent, il faut être très, très, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors que les personnes non-binaires, ben, ils ne se reconnaissent pas dans cette binarité-là. Donc, ils peuvent se sentir ni homme ni femme, comme les deux, ou une combinaison des deux. Donc, au niveau de leur identité de genre, ben, c'est ça, c'est pas fixe homme, c'est pas fixe femme. C'est autre chose, c'est quelque chose de différent. Puis, tout ça, ces termes-là, ben, c'est vraiment à la personne hein, de s'autodéterminer, on va le voir tout à l'heure, mais c'est à elle, c'est la façon dont elle se sent. Puis, il n'y a pas nécessairement de balise, il n'y a pas de critères pour dire, ah ben oui, on coche 1 sur 5, 2 sur 5, oui, pouf, t'es non-binaire. Non, c'est vraiment comment la personne se sent. Queer, un petit dans les derniers, là, dans nos dernières petites définitions. Donc, queer, ça aussi, on entend de plus en plus parler, je dirais. Ça vient du mot anglais queer, évidemment, qui veut dire bizarre, étrange. Vers la fin des années 80, c'était beaucoup utilisé aux États-Unis. Donc, vers la fin des années 80, ben, la communauté LGBTQ+, se l'est réappropriée aussi pour en faire plus une force, pour en faire une autodétermination. Puis c'est un peu c'est un peu un refus en fait, des normes hétérosexuelles, cis-normatifs, toutes les structures très arrêtées là, de binarité, comme je le disais tout à l'heure, où bon, la norme, c'est l'hétérosexualité et tout ça. Donc, quelqu'un qui se définit queer, c'est quelqu'un qui refuse un peu ces normes-là toutes faites, puis qui s'autodétermine de façon propre à elle-même. Là. Ça va encore? Auto-identification, je l'ai dit, dans le fond, c'est notre capacité à nous-mêmes s'identifier. Donc, la seule personne qui est capable d'identifier son identité de genre, exemple, ben, c'est cette personne-là. C'est elle la mieux placée, c'est elle qui connaît sa réalité, puis comment elle se sent de façon complète. Là. Bon, l'affirmation de l'identité de genre ou la transition sociale, c'est un peu le coming out, en fait, version trans, si on veut. C'est vraiment à partir du moment où la personne confirme, exprime son identité de genre et de la façon qu'elle l'intègre dans sa vie personnelle et sociale. Là. Ben, transition, ça aussi, je vais y aller très rapidement. En fait, c'est vraiment, ça peut être soit des démarches sociales, donc on parle de transition sociale, transition médicale, qui va vraiment être, bon, l'hormonothérapie, les chirurgies de réassignation sexuelle, l'épilation au laser, etc. Donc, ça peut être vraiment plusieurs démarches. Puis, il y a aussi les démarches légales qui vont être le changement de nom à l'état civil, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Donc, qui est quand même un processus assez long au niveau légal aussi. Puis, c'est important de savoir, de se rappeler que chaque parcours de transition est différent aussi d'une personne à l'autre. C'est propre à la personne. Donc, encore là, il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, 4, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment les personnes qui vont y aller jusqu'où elles sentent qu'ils ont besoin d'aller. Puis c'est ce qui définit la transition. T'sais. Donc, c'est à elle, encore là, de déterminer la forme de transition qu'elle veut avoir. Intersectionnalité, ça c'est un très gros mot. C'est important quand on est intervenant, intervenante, enseignant, enseignante, quand même d'en prendre conscience. Parce que ça s'applique à plusieurs sphères là, de notre travail. Fait que c'est vraiment de prendre en considération qu'il y a plusieurs catégories d'identité auxquelles une personne appartient. Exemple, bon, le sexe, le genre, la couleur de peau, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, et puis que toutes ces identités-là influencent beaucoup son potentiel de discrimination, si on veut. Donc, exemple, une femme trans qui a une couleur la couleur de peau est noire, elle souffre d'une déficience auditive, elle vit en situation de pauvreté, bien là, il y a beaucoup de couches qui s'ajoutent à ces discriminations, puis ça devient
de plus en plus lourd sur elles. Donc, quand on intervient avec ces personnes-là, ben, c'est vraiment à prendre en considération d'y aller globalement puis de se dire, ben non, ce n'est pas juste une personne noire, une personne trans, exemple, c'est une personne noire qui a un problème de surdité. Là, on ajoute plusieurs couches, donc c'est vraiment important de la façon qu'on interagit avec cette personne-là de prendre tout ça en considération. À appliquer partout, en fait, là. Et puis, je terminerai avec les microagressions. Ça aussi, c'est super important en milieu scolaire. Des fois, on ne prend pas conscience à quel point il y en a beaucoup des microagressions. On parle beaucoup d'intimidation, mais souvent, ça passe par des microagressions. Puis le nom le dit, là, ça dit vraiment que c'est bon, c'est des comportements, des propos qui peuvent paraître banals envers une communauté ou une personne, mais que la personne le reçoit de façon blessante, là. Si les personnes ne font pas, c'est vraiment pas dans leur intention de blesser les autres, mais c'est des petites choses qui, quand ça fait 30 fois dans la semaine que tu te fais dire, bien là, ça devient lourd. Puis là, ça finit par mettre, c'est ça, dans le petit sac à dos de microagression, le petit sac à dos d'intersectionnalité, tout ça, ça l'ajoute du poids. Donc, c'est vraiment important, ça aussi, d'en prendre conscience. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on dit quelque chose de pas grave. Exemple, on se trompe, on utilise l'ancien prénom pour une personne trans, exemple. Nous, on l'a connu comme ça, donc là, on a une discussion avec, puis là, pouf, on échappe son ancien nom, tu sais. On s'excuse, c'est pas grave, on a l'impression que c'est pas, on l'a vraiment pas fait de façon pour blesser d'autres personnes. Mais cette personne-là, ça fait peut-être, c'est ça, 4, 5, 6 fois dans la semaine que ça lui arrive, tu sais. Elle se fait peut-être mégenrer à la caisse, à l'épicerie, à tous les fois qu'elle y va. Tu sais, quand on dit mégenrer, c'est utiliser le mauvais genre, fait qu'on utilise le mauvais pronom. Fait qu'au lieu de parler, exemple, de la personne au féminin, on va parler d'elle au masculin alors que c'est une femme, tu sais. Donc, ça aussi, c'est une microagression. Donc, toutes plein de petites choses qui, en bout de ligne, font une grosse boule d'agression. Maintenant, je vous présente le petit bonhomme. Souvent, on l'appelle le bonhomme en pain d'épices, le bonhomme ginger. Il y a aussi la licorne du genre. Donc, c'est vraiment pour décortiquer l'identité de genre, qui est vraiment plus au niveau de notre... On l'a mis, bon, c'est dans le cerveau, juste pour dire que c'est vraiment au niveau de comment on se sent. Donc, notre identité propre de genre. Est-ce qu'on se sent homme, est-ce qu'on se sent femme ou non-binaire, comme on le disait tout à l'heure. Expression de genre, ben, c'est vraiment la façon dont on va exprimer ce genre-là. Donc, est-ce qu'on va l'exprimer de façon masculine, de façon féminine, un petit mélange des deux. Donc, souvent, il y a des personnes qui vont se dire androgyne. Donc, ça va être un mélange des deux de façon neutre. Donc, c'est important ça aussi parce qu'on se fie beaucoup en société. Hein, on a nos yeux qui voient en premier. Puis comme on le disait tantôt, les stéréotypes, ben, c'est nos expériences du passé hein, qui nous fait construire des concepts et tout ça. Donc, l'expression de genre aussi, si on est habitué de voir une femme habillée avec une robe, on met des catégories. Donc, l'expression de genre, c'est un peu ça. Donc, quand il y a des gens qui, leur expression de genre diffère de ce à quoi on est habitué, bien souvent, on va faire des présuppositions. On va présumer que cette personne-là va être homosexuelle parce qu'elle porte une jupe, alors que ça n'a aucun lien en réalité. Puis c'est pour ça que le petit bonhomme en pain d'épices, il est important parce que ça décortique vraiment les 4 concept, si on veut. Là. Fait que ça prend en considération ça aussi. Le sexe biologique, bien ça, c'est vraiment... ça fait plus facile à identifier d'une certaine façon parce que c'est comme à la naissance, comme je le disais, ben, un garçon, on coche garçon. Quand c'est une fille, on coche une fille. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des personnes intersexes, donc qui vont vraiment présenter des attributs biologiques autant des deux genres. Puis ça aussi, en fait, c'est à considérer parce que, bon, les personnes intersexes, de plus en plus, on les inclut aussi dans les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre parce qu'eux aussi, eux et elles, ils ont des revendications aussi importantes parce que, bon, faut que ça soit choisi pas nécessairement juste en milieu hospitalier. Là, s'il y a une personne qui présente vraiment les deux sexes, ben, il peut y avoir une réflexion autour de ça. Quel sexe on choisit? Est-ce qu'on choisit automatiquement un homme, une femme? Donc, ça amène quand même des questions éthiques. Puis en proportion, là, les données disent que c'est environ quand même autant de personnes intersexes que de personnes rousses dans la population. Donc, il y a quand même une bonne proportion. Tu sais, c'est sûr que hein, il y en a pas, c'est pas 30% de la population, mais quand même. Puis il y a des gens intersexes qui vont vivre une partie de leur vie sans savoir qu'elles sont intersexes parce qu'au niveau médical, il n'y a pas de
complications, ça n'amène rien nécessairement de différent pour ces personnes-là. Souvent, ça va être avec des suivis médicaux qui vont se rendre compte, ah, wow, OK, il y a des composantes d'organes génitaux de l'autre sexe à l'intérieur de l'abdomen et tout ça qui ne sont pas développées. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Et puis, l'attirance sexuelle et amoureuse, ça, c'est l'orientation sexuelle, finalement, qui est représentée par le petit cœur, qui dit qu'on est attiré soit par les hommes, les femmes ou les deux, comme les personnes bisexuelles. Ça va toujours jusqu'à là, jusqu'à maintenant? Pas de questions, des commentaires? Vos lunchs sont bons? Alors, je peux dire, Julie, qui est bien intéressant, ton petit bonhomme au pain d'épices. Je trouve ça oui, bien intéressant. Puis il y a des versions plus complètes qu'on trouve sur Internet, là. Puis moi, je trouve ça le fun des fois avec des personnes qui sont en questionnement de décortiquer ça. Puis vraiment de mettre l'emphase sur que un et l'autre n'est pas relié, tu sais. Parce que très, très souvent, on se dit, ah ben oui, lui, cette personne-là est efféminée, c'est sûrement un gay, mais tu sais, ça n'a aucun lien. Puis de plus en plus, on voit qu'il y a un mélange, justement, une mixité dans les genres, puis ça peut être le fun. Il y a des versions où il y a vraiment plus comme les petites échelles, là. Donc, on peut même faire remplir, bon, mais tu sais, toi, est-ce que tu te considères dans ton expression de genre plus féminine, plus masculine? Fait que c'est intéressant à faire comme exercice, je trouve, aussi avec les jeunes, même avec les adultes, là. Puis de vraiment rappeler que c'est un continuum, hein, que ça peut bouger dans le temps aussi. Tu sais, mettons, moi, je l'aurais fait à 16 ans, ce petit bonhomme-là, en mettant des petits X. Je le referais aujourd'hui, puis mes X ne seraient pas à la même place, tu sais. Par rapport à mon sexe biologique, oui, parce que ça, bon, ça ne change pas. Là, on est comme ça avec le corps qu'on a, mais au niveau des 3 autres, ça peut bouger. T'sais. Fait que ça permet ça l'enlève une stigmatisation d'une certaine façon. Ça l'enlève que oui, il faut que ça soit coulé dans le béton. Puis quand une personne fait un coming out, mettons, exemple, homosexuel, ben oui, mais ça se peut que dans 15 ans, elle tombe en amour avec... ça peut bouger, puis c'est correct, puis c'est pas grave. Effectivement. Donc, l'histoire de Sam, c'est une vidéo qui a été produite, peut-être que certaines d'entre vous la connaissez, par l'organisme Jeune Identité Créative. Avant, c'était Enfants Transgenres Canada, le nom de l'organisme. Fait que c'est un organisme qui accompagne les enfants. Maintenant, on dit jeunes créatifs dans le genre pour vraiment ouvrir justement que les jeunes, c'est important de leur laisser explorer leur créativité par rapport à leur genre. Fait que c'est un site super intéressant. Je vous invite à aller le voir. Là. Ils donnent vraiment des belles pistes. Ils ont des ateliers un peu tout faits aussi qu'on peut présenter et tout ça, dont l'histoire de Sam. Donc, soyez attentifs aux émotions dans la vidéo, parce que là, après ça, j'aimerais ça vous entendre sur ce que vous avez identifié. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You've built a love, that love falls apart. A little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in time. We're swept away, nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I
listen to your heart before you tell him goodbye. And there are voices that wanna be heard. So much to mention, but you can't find the words. The sense of magic, the beauty that's been when love was wilder than the wind. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Voilà, fait que ben moi je trouve ça, ça doit faire 72 fois que je la vois, puis à chaque fois je la trouve aussi belle. Je sais pas, est-ce qu'il y a certaines personnes qui voudraient un peu me dire quelle émotion qui ressort principalement dans la vidéo? Ben, en tout cas, c'est très émotif. Je me sens que je suis dans mon bureau, là, je suis là. Puis, c'est beaucoup l'isolement là, tu sais, qui m'a frappée de voir peu à peu l'isolement. Puis les deux effets là, que j'ai vus, c'est le regard des parents qui reçoivent comme qui sont déçus un peu. Tu sais, après ça, ils comprennent, mais tu sais, ça, fait que ça crée l'isolement, tu sais, de par les pères, puis tu sais, même les parents, tu vois qu'elle ressent leur regard de façon un peu, c'est ça. Elle sent qu'elle les déçoit, là. Ben, il sent qu'il y a des mouches là. Mais en tout cas, ça non, c'est très beau, franchement, là, c'est très révélateur. Ouais. Je suis contente. Moi, je ne l'avais jamais vu, fait que je suis bien contente juste pour ça, ce midi, d'avoir vu ça. Ouais. Oui, en effet, ben c'est super bien fait. Puis je pense qu'ils ont ça dit vraiment les émotions, comme vous dites, tu sais, beaucoup d'isolement, de la colère, oui, de la déception de la part des parents. Puis je pense que c'est normal aussi, c'est un processus normal. Donc, c'est une belle vidéo, je trouve, à présenter. Moi, on la présente beaucoup, ben c'est ça, autant au primaire, au secondaire, même avec les adultes. Puis moi, ce que je trouve assez wow dans ça, c'est que peu importe à qui on la fait écouter, on a les mêmes réactions. T'sais. Fait qu'autant dans une classe de deuxième année, ben les jeunes sont aussi attentives que les adultes, puis tout le monde comprend la même chose. Fait que je pense que le message passe que une personne qui se questionne sur son identité de genre, ben c'est vraiment pas à la légère, c'est pas à être pris à la légère, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, très sincère, très profond. Puis on doit vraiment accompagner les enfants là-dedans. Puis pour ça, ben, il y a différents moyens. Entre autres, ben, la coalition, on est là pour ça. Il y a de plus en plus de formations aussi. C'est sûr que pour intégrer les jeunes créatifs dans le genre à l'école, il n'y a pas encore il y a des documents qui ont été faits. Je vais vous présenter certaines parties tout à l'heure, mais il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne ministérielle, de façon de faire précise qui doivent être faits partout dans toutes les écoles. T'sais. Fait que ça reste encore un peu dans les mains de chaque école à s'adapter, parce que oui, c'est important de s'adapter, puis il faut vraiment faire le maximum pour
créer une ouverture pour ce jeune-là, parce que c'est, comme je disais, c'est pas à être pris à la légère, c'est des questionnements très, très profonds. Puis, ça a été prouvé, là, on n'a pas besoin de faire des études très, très longtemps pour démontrer que, ben, un jeune, peu importe les problématiques qu'il vit, mieux il est encadré, puis mieux il va s'en sortir. Plus il va avoir de ressources, plus il va avoir une facilité à aller chercher les moyens, les outils pour améliorer sa situation. Fait que c'est la même chose pour un enfant créatif dans le genre. Même un enfant qui ferait un coming out homosexuel aussi, là. C'est un peu la même philosophie, là. C'est sûr qu'il y a des mesures à mettre en place pour les enfants trans, sont peut-être un petit peu paraissent peut-être plus complexes, parce que là, c'est d'adapter les vestiaires, d'adapter les toilettes, les dossiers scolaires et tout ça, mais tout peut très bien se faire et de façon quand même relativement simple, parce que ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit dans un milieu sécuritaire. Fait que ça, c'est notre priorité numéro 1. Ben, je pense qu'après ça, on peut quand même faire de belles affaires pour bien l'encadrer, là, bien l'accompagner là-dedans. Donc, Nathalie, oui, Nathalie Beauchamp, est-ce que tu veux toujours intervenir ou? Je pense que Juliette, comme tu as déjà ajusté, là, donc c'est vraiment ça aussi, là, quand elle dit que c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui se passe, parce que justement, quand un jeune, je dis un jeune, je dis ça parce que c'est là où que les parents souvent vont peut-être avoir une différente idée ou de la déception, comme ça a été déjà mentionné, beaucoup de tristesse, mais aussi où ce que l'enfant ne se sent plus appartenu dans aucun groupe, soit famille ou l'école. Donc, c'est là où on voit la dépression qui peut vraiment monter. Donc, on parle aussi de la santé mentale qui peut être à risque. Oui, absolument. Puis, tu sais, je ne voulais pas pousser trop loin parce que je voulais qu'on reste, tu sais, quand même survolé parce que on pourrait vraiment rester tout l'après-midi ensemble, là. Surtout si vous avez des questions, parce que c'est très, très large. Puis, tu sais, puis moi, c'est sûr que je vous présente ça, mais en n'étant pas une personne trans, fait que je peux pas vous exposer vraiment tous les réels sentiments que ça l'amène, les émotions, la détresse psychologique, toutes les difficultés que ces personnes-là vivent au quotidien. On a souvent l'impression que ça peut bien se passer, que la société est de plus en plus ouverte. Oui, mais en même temps, au quotidien, ces personnes-là vivent vraiment beaucoup, comme je disais, des microagressions. Quand ce n'est pas des agressions vraiment de vraies agressions, du harcèlement. Les femmes trans sont extrêmement victimes d'agressions sexuelles, de tentatives de meurtre. Puis il n'y a pas encore beaucoup de données par rapport à ça à vous transmettre parce que ben, ils ont été invisibilisés longtemps. Dans le recensement, c'est juste depuis cette année qu'il y avait des cases autres que masculin, féminin. Donc, on n'avait pas de façon de faire des statistiques non plus. Donc, quand il n'y a pas de statistiques pour le groupe de population, ben, on ne peut pas faire de statistiques non plus sur à quel niveau ils sont victimes d'intimidation, d'harcèlement et tout ça. Donc, je pense que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de statistiques, mais les statistiques, malheureusement, vont être hyper alarmantes, là. Chez les jeunes qui se considèrent trans, ils font des tentatives de suicide. Je pense que quelque chose comme 70% d'entre eux et elles font des tentatives de suicide. Donc, c'est énorme, là. C'est vraiment 6 à 7 fois plus qu'un adolescente qui ne se questionne pas sur son identité de genre. Donc, c'est criant. Il faut vraiment, oui, prendre position, je pense, en tant que personne qui accompagne les adolescents et adolescentes qui sont en questionnement sur leur identité de genre. Et les enfants aussi. Donc, je vous ai fait, j'ai ramassé là, certaines grandes lignes, ça s'appelle des mesures d'ouverture et de soutien. Donc, c'est vraiment fait, ça a été conjointement, là, ça a été réfléchi en fait par rapport à la Charte des droits, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Le plan d'action aussi gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie, puis le plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation. Fait que c'est un document qui a été fait par la commission scolaire de Montréal, si je ne me trompe pas, qui serait applicable à toutes les commissions scolaires ici, même dans les... Là, on parle de milieu scolaire, mais dans les centres jeunesse aussi, ça peut être appliqué comme ça, dans les organismes communautaires. Donc, dans tous les endroits où on pourrait accueillir, en fait, un ou une jeune créative dans le genre, ou dans un milieu scolaire, ou peu importe. Donc, on peut l'adapter à l'endroit où on travaille.
Dans le fond, soutenir le jeune trans ou le jeune non-binaire dans sa démarche. Ça pourrait être l'adulte aussi. Donc, c'est pour ça que je vous laisse transposer, là, tout dépendamment à quel endroit vous travaillez. Mettre en place des mesures qui visent à protéger évidemment la confidentialité des informations. Ça, c'est assez simple. Des fois, on peut le banaliser un peu, mais vraiment utiliser le prénom choisi et les pronoms qui correspondent. Donc, les pronoms, on parle de féminin, masculin, neutre. Depuis la semaine dernière, dans le petit Robert en ligne, ils ont ajouté le pronom IL comme troisième pronom là, par rapport au genre. Donc, les personnes non-binaires, il y en a certains d'entre eux et elles qui vont utiliser le pronom IL. Donc, c'est à partir du moment où une personne vous dit, ben moi, mon prénom maintenant, c'est, je sais pas, Patrick, puis j'aimerais que tu t'adresses à moi au masculin, donc utilise le pronom il, ben, tu sais, vous devez le faire. C'est sûr qu'au début, peut-être, vous allez vous tromper. C'est normal. On a des habitudes. On a connu souvent la personne sous un autre genre. Donc, ça peut être normal de se tromper. Mais c'est vraiment, il faut avoir la volonté de respecter la personne là-dedans parce que pour ces personnes-là, c'est hyper confus. Ça amène beaucoup de conflits au niveau de leur identité et encore là, on vient un petit peu au principe de microagression, mais c'est très confrontant de réentendre souvent leur ancien nom. Le dead name qu'on appelle en anglais, là, dans le jargon. Donc, on évite le dead name. On ne le demande pas non plus quand une personne trans, exemple une femme trans, on ne lui demande pas « Ah, c'était quoi ton ancien nom avant? C'était quoi ton nom de gosse? » On ne demande pas ça. Si la personne vous le dit, c'est correct, mais sinon, on ne le demande pas. Un autre truc qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les parents aux droits des jeunes trans et non-binaires. En milieu scolaire, vous pourriez faire transmettre de l'information à tous les parents. C'est quoi un enfant trans? C'est quoi qu'est-ce que ça comporte et tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire à l'école pour l'accompagner? Évidemment, sans cibler l'enfant en tant que tel, là, mais au moins amener à l'école une ouverture, démontrer que l'école est ouverte à mettre en place des pratiques. Permettre aux jeunes trans ou non-binaires d'utiliser les toilettes, vestiaires et les résidences dans lesquelles il ou elle se sent le plus à l'aise. Peu importe c'est quoi son sexe qui lui a été attribué à la naissance. Ça, souvent, les établissements sont un petit peu plus frileux parce que, bon, on parle souvent d'intimité. Fait qu'on se dit toilettes, vestiaires, tu sais, là, s'il y a une jeune fille trans maintenant qui va dans le vestiaire des filles, bien là, les autres filles pourraient ne pas être à l'aise. Mais ça, je pense qu'il va falloir collectivement aussi qu'on se détache vraiment du côté des toilettes gars, des toilettes filles, des vestiaires de gars, toilettes de filles. Ça reste que c'est un milieu bon pour le salle de bain, hein, c'est pour faire sa toilette ou pour aller à la toilette. Donc, ça ne serait pas obligatoire. C'est vraiment pas nécessaire que ça soit encore genré. Ça pourrait très bien être mixte, puis ça resterait des endroits sécuritaires. Il faut faire attention pour ne pas présumer que les toilettes deviendraient non sécuritaires s'ils étaient mixtes. Là. Ça n'a pas de lien. Même chose pour les vestiaires aussi. D'autant plus que, souvent à l'adolescence, il n'y a pas beaucoup d'adolescents et adolescentes qui sont très confortables de se changer devant d'autres, peu importe leur identité de genre, le sexe biologique à la naissance, leur orientation sexuelle. Donc ça, moi c'est personnellement, mais je crois que si tous les vestiaires étaient non-genrés, en ayant des cabines pour tout le monde, il faut qu'il y ait de la place pour que tout le monde puisse se changer dans une cabine fermée, puis qu'il n'y ait plus personne qui puisse non plus se changer, se dévêtir devant les autres, bien, ça réglerait beaucoup de problèmes, autant au niveau des jeunes trans que chez les autres personnes aussi, parce que je pense que c'est un endroit qui a beaucoup, beaucoup d'intimidation, souvent dans les vestiaires. À l'adolescence, on ne se sent pas bien dans notre corps, peu importe, les garçons, les filles, on est déjà dans une période de grand questionnement, qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on est gêné. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'intimidation aussi dans les vestiaires par rapport à ça. Donc, un des moyens, ce serait vraiment de rendre accessible des vestiaires non genrés, où les gens pourraient aller se changer dans les cabines. Puis voilà, ça réglerait cette question-là. Souvent, c'est ça quand quelqu'un nous dit, ben oui, mais une fille trans ne peut pas aller dans un vestiaire de filles parce que là, elle pourrait regarder les autres filles. Puis, ben encore là, on présume que cette personne-là est homosexuelle.
parce qu'elle était probablement hétérosexuelle avant de faire une transition, ce qui n'a pas du tout de rapport, ça n'a pas de sens, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ne sont pas reliées. Puis là, si on suit cette logique-là, que les filles trans ou les gars trans ne peuvent pas aller dans le vestiaire qu'ils veulent, qu'elles veulent, ben ça veut dire que les jeunes filles lesbiennes ne pourraient plus non plus avoir accès au vestiaire de filles, et les garçons gays ne pourraient plus avoir accès au vestiaire de garçons non plus. Si on suit la logique que ça pourrait être dangereux, ça ne fait pas de sens. Donc, bref, tout ça pour dire qu'une des solutions, ça serait de rendre tout ça non-genré. Il y avait une question. Oui. En fait, c'était pas une question, mais je trouve ça intéressant puis peut-être encourageant. Là, nous autres, on a refait les vestiaires ici. Puis c'est vraiment là, dans les vestiaires universels, c'est vitré, c'est fait pour ça. Puis le projet, là, c'est les vestiaires de piscine, mais quand ils sont venus pour le projet des autres vestiaires, tout ça est en tête. Puis je pense que les entrepreneurs ont beaucoup ça en tête, proposent ça d'emblée. Fait que ça aide beaucoup. En tout cas, moi, je suis contente de voir qu'on vient d'en refaire des vestiaires puis qu'on est dans l'avant-garde puis que ça a été fait. Là. Fait que je salue les ressources matérielles, moi, à ce niveau-là, là, d'avoir emboîté le pas. Puis les gens, comme moi, les enseignants se demandaient comment ils réagiraient, mais ils sont contents parce que c'est beaucoup plus simple. Là, tu peux rentrer, là. C'est plus comme, c'est comme zéro nudité. Fait qu'ils peuvent aller surveiller dans les vestiaires. Comme tu dis, l'intimidation, c'était tellement un problème. Fait que je pense que ça va vraiment... ça va vraiment aller rapidement, en tout cas, pour que ça soit changé. Là. Je trouvais ça juste encourageant de le partager. Là, avec raison. Vous êtes à quel endroit? Est-ce que c'est à Amos? Oui. OK, c'est ça que j'avais entendu dire, que les vestiaires de piscine, ben oui, puis c'est une excellente initiative, puis ça se fait, c'est sûr que bon, oui, dans les locaux actuels qu'on a, on peut, puis c'est une question de budget aussi, ça, j'en suis consciente, là, mais je pense que quand il y a des rénovations et tout ça, il faut vraiment que ça soit pris en considération, puis c'est pour ça que, là, tantôt, je disais, ça reste encore la volonté propre à chaque école, mais je pense qu'aussi au niveau provincial, au niveau du ministère, ce serait des belles questions éventuellement qui pourraient être amenées, que ça soit d'emblée comme ça partout. Bon, en cas d'inconfort de sa part, il importe de trouver des solutions en collaboration avec le jeune, parce que ça se peut que le jeune, pour X raison, ne soit pas confortable non plus tout court avec le fait d'utiliser une ou l'autre des toilettes ou des vestiaires. Donc, c'est vraiment aussi d'aller chercher la participation des jeunes là-dedans. Les mesures ne doivent pas être coercitives à l'endroit du jeune. C'est souvent un des premiers réflexes que je vois que les gens ont, c'est de, OK, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intimidation, que tu ne sois pas victime, que les autres t'agacent pas ou quoi que ce soit, mais on va te donner la clé d'une salle de bain privée, la salle de bain des professeurs, par exemple. Mais ça non plus, ce n'est pas la solution parce que ça se trouve encore à mettre le jeune de côté, comme si c'était lui qui avait le problème, alors que non, lui, il veut, dans la plupart des cas, il veut juste se faire accepter pour qui elle est. Donc, c'était pas encore de le mettre de côté de plus que ça va aider à sa situation. Puis, les mesures ne devraient pas être déterminées à la suite d'inconfort de la part de d'autres personnes. Parce que ça aussi, ça peut être, bon, mais il peut y avoir une gang de jeunes qui disent, non, nous autres, on n'est pas à l'aise que cette fille-là, trans, vienne dans les vestiaires. Ben là, à ce moment-là, il ne faut pas non plus, c'est ça, il ne faut pas que ce soit la jeune trans qui aille à un autre endroit. Pourquoi ce ne serait pas les personnes qui sont mal à l'aise qui, elles, n'iraient pas à un autre endroit? Donc, vraiment, c'est ça, rester dans l'ouverture puis faire attention que ce ne soit pas encore la personne qui soit davantage stigmatisée et pénalisée. Bon, favoriser la pleine participation du jeune trans au cours d'éducation physique. Parce que ça aussi, ça peut être une partie qui est confrontante pour lui parce qu'il est en grand, le jeune, il va être en grand questionnement et tout ça. Donc, c'est quand même de faciliter la participation, quitte peut-être à ajuster les activités dans le cours d'éducation physique et tout ça. Bon, assurer les services de santé, consultation psychologique, bien, comme on le fait aussi avec tous les jeunes qui ont besoin d'un suivi plus serré à l'école. Ça, c'est vraiment à prendre en considération parce qu'on le fait encore beaucoup sans trop s'en rendre compte, je pense, de séparer les activités, de faire les activités en fonction du genre. Donc, on voit encore, OK, ça va être les gars contre les filles ou telle partie d'activité, ça va être les gars. Donc, il y a moyen, on n'a plus besoin, je pense, de séparer des gangs de gars avec les gangs de filles, tout ça dans les activités qu'on présente ou qu'on propose pour les jeunes. On peut très bien faire ce mix, puis c'est bien correct.
Organiser des activités de sensibilisation contre l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme, le sexisme, etc. Donc, d'intégrer ça dans votre offre d'atelier et de formation si possible, ou d'en suivre pour vous si. Assurer l'accès à des ressources éducatives, donc c'est un petit peu la même chose que le précédent, là. Puis adapter le code de vie afin qu'il tienne compte des besoins des jeunes trans, notamment au niveau des règles vestimentaires et d'assiduité. Fait que ça aussi, c'est un peu dans la même ligne de pensée, là, de vraiment s'assurer que tout est mis en place pour que le ou la jeune se sente au maximum intégrée. Voilà, avez-vous des petites questions? Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, je pourrais vous faire parvenir, vous pourriez peut-être rentrer en contact avec Marilyn, puis je vous donnerai les informations, les liens là, pour avoir accès à ces informations-là. Il y avait une question dans les commentaires. Ouais. Y a-t-il des services ressources à la coalition pour les parents homoparentales? Pour les parents homoparentales, on a pas, oui, on peut faire des rencontres, on peut donner de l'information et tout ça. C'est sûr qu'on va beaucoup mettre en lien avec la coalition des familles homoparentales, qui est une coalition provinciale, qui, eux, c'est vraiment, dans le fond, les spécialistes, si on veut, là. Fait que tout dépendamment, c'est quoi les questions et tout ça, mais oui, vous pouvez vraiment prendre contact avec la coalition. De plus en plus, nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est de proposer des activités familiales dans les activités de la coalition. Mais on n'a pas spécifiquement quelque chose pour les familles homoparentales, mais s'il y a un besoin, c'est sûr nous, on y va beaucoup avec les besoins. Donc, puis sinon, on peut faire des références, c'est ça, avec la coalition des familles. Il y a Marie-Claude qui voulait prendre la parole. Oui, moi, j'avais une question sur comment adapter quand on est intervenant ou enseignant, comment on porte attention pour adapter notre langage. Tu sais, moi, j'ai un certain âge, puis dans le temps, on disait ton papa, ta maman. Qu'est-ce que tu nous suggères pour adapter notre langage, pour s'adresser aux enfants qui ont peut-être une réalité qu'on ne connaît pas, qui ont 2 mamans ou 2 papas? Oui. Je trouve que tu es habile avec les mots. J'aimerais ça avoir de tes trucs. Tu sais, un facile, puis c'est drôle parce que je suis allée ce matin, j'étais avec la gang d'éducation à l'enfance, là, les futurs techniciens et techniciennes. Puis c'était un peu les mêmes préoccupations, tu sais, comment on peut faire justement parce qu'on prend pour acquis encore qu'il va avoir un papa et une maman, tu sais. Mais c'est vraiment, on peut utiliser parents. Fait que, tu sais, au lieu de dire c'est-tu ta maman ou ton papa qui va venir te chercher, on peut juste dire c'est quel parent qui va venir te chercher ce soir, mettons, à la garderie, tu sais. C'est sûr que quand on n'a pas du tout le contexte de la famille, on a un peu l'impression qu'on ne sait pas trop tu sais, comment mettre des mots sur tout ça, mais tu sais, juste de dire qu'on n'a peut-être pas besoin non plus d'avoir des réponses à toutes, tu sais, ça dépend un peu c'est quoi le contexte aussi. Est-ce que c'est au secondaire? Est-ce que c'est au primaire et tout ça? Mais moi, je pense qu'il y a vraiment façon, justement, en utilisant les parents. Un peu, tu sais, il y a quelques années, on disait vraiment, au lieu de demander t'as-tu un petit chum ou t'as-tu une petite blonde, on pourrait demander t'as-tu quelqu'un dans ta vie? Fait que c'est un peu le même principe de vraiment pas présupposer que l'enfant va avoir un papa et une maman, parce qu'en effet, peut-être qu'il va avoir 2 mamans. Peut-être qu'un de ses 2 parents est mort aussi. Fait que, c'est dark un peu comme exemple, mais c'est juste d'amener une sensibilité. Peut-être qu'il n'y a pas du tout contact aussi avec un de ses 2 parents. Peut-être que c'est super conflictuel dans la famille, puis que c'est un sujet tabou parce que les parents sont en grosse chicane, puis que fait que peut-être que des fois. Fait que, faut vraiment, oui, il faut aller chercher de l'information pour bien accompagner l'enfant, mais peut-être justement en restant ouvert, OK, ta famille, ça ressemble à quoi? C'est qui fait partie de ta famille? Fait que, comme ça, c'est l'enfant, dans le fond, qui peut peut-être mettre des mots. À partir du moment où là, l'enfant a dit les mots, là, après ça, on peut utiliser les mots qu'il a pris, là. Fait que je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, il y a un pouce en l'air. Parfait. C'est toujours du cas par cas aussi. Donc, c'est ça, c'est juste de rester ouvert et ouverte et de ne pas présupposer que tous les enfants ont un papa et une maman. Parce que de plus en plus, on va voir que c'est pas ça. Donc, comment adapter nos discours? Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le temps file. Fait que des petites pistes de solutions hyper faciles, tu sais, adapter les formulaires. On a encore des formulaires qui sont père, mère. Fait que ça pourrait être parents, tu sais, des 2 lignes pour les parents. Même, on va voir des familles pluriparentales aussi, on n'en a pas parlé, mais ça va faire partie, ça aussi, d'une réalité de plus en plus grande. Donc, de vraiment adapter pour qu'on soit le moins
dans la normalité possible, qu'on décloisonne ça puis qu'on offre une possibilité à plusieurs styles différents. Pas présumer la norme, adopter un langage inclusif. Fait que des fois, quand on est en gang, je l'ai fait, j'essaie de le faire de plus en plus, moi, depuis que je travaille à la coalition, mais au lieu de dire, bon, ben, est-ce que vous êtes content, en présumant que c'est tous des hommes, ben, est-ce que vous êtes content, contente? Tu sais, vraiment d'utiliser les deux, autant le féminin que le masculin, ou même le langage épicène qui est vraiment de complètement enlever le genre. Fait que bonjour tout le monde. Ça peut être une bonne façon d'entrer en contact avec des personnes. Se montrer ouvert et ouverte aux différences, évidemment. Devenir un ou une témoin actif ou active en dénonçant les propos transphobes et homophobes. Donc, souvent, on se garde une petite gêne, on dirait on n'ose pas, mais ça nous est tous déjà arrivé qu'il y a un oncle ou une tante ou un ami qui a des propos pas le fun sur, mettons, les personnes de la communauté LGBTQ. Même si vous n'en connaissez pas nécessairement dans votre entourage, ben, vous avez le droit de dire que ce que la personne vient de dire, c'est discriminatoire. On a le droit de le dire, il faut rester dans le respect. Puis le but, c'est pas de devenir des guerriers et des guerrières, là, mais juste d'être attentive à ça puis de dénoncer. Pas présumer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Utiliser le prénom-pronom choisi par la personne, comme on disait tantôt. Sécuriser l'accès aux toilettes pour tout le monde. Utiliser des termes neutres, comme je viens de le dire. Donc, on bannit le monsieur, madame. Encore aujourd'hui, on va à l'épicerie puis on se fait beaucoup dire bonjour madame, bonjour monsieur, mais on pourrait ne pas utiliser de qualificatifs comme ça. Un beau bonjour, c'est tout aussi poli que bonjour madame ou bonjour monsieur. Puis comme ça, ben, ça évite de mégenrer les personnes, de ne pas utiliser le bon pronom. Puis comme ça, on est safe. Pas faire de coming out pour une autre personne. Ça aussi, des fois, on a un peu tendance à dire « Ah, ben oui, cette personne-là est lesbienne ou c'est une trans. » Mais ça, à part dans de très rares circonstances où on a besoin de le dire à une autre personne, mais c'est très rare, là. Donc, on laisse les personnes faire leur propre coming out. S'impliquer dans la communauté LGBTQ+, en partageant des infos, en allant dans les marches, en mettant un collant sur votre agenda, non à l'homophobie et à la transphobie. Apporter soutien, écoute, accepter qu'il est impossible de tout comprendre. Ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre. Même moi qui travaille là-dedans, qui rencontre des personnes, je ne peux pas vous raconter la réalité d'une personne trans aussi bien qu'une personne trans le ferait avec vous. C'est comme ça dans beaucoup de sujets. Il faut juste reconnaître qu'on ne peut pas tout comprendre. Puis, se tenir au courant, suivre des formations. Questions, commentaires, inquiétudes, je sais que c'est condensé, c'est gros, mais dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que la coalition est là. Si jamais vous avez des questions, interrogations, si vous vous demandez comment accompagner des personnes de la diversité sexuelle et de genre, ben, vous pouvez toujours nous lâcher un coup de fil, puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Donc, merci beaucoup, Julie. C'était très pertinent. Merci à tout le monde aussi qui a participé. Ben oui, sur l'heure du dîner en plus, vous étiez beaucoup. Oui, pardon. Donc, je vais mettre Question. à la rencontre. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye.